Salut, coucou, bienvenue sur ma chaîne superfan.fr. Pour ce nouveau numéro de Num Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech. Mais avant de te parler des news de Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, etc., j'aimerais te révéler les 4 nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur YouTube. Ça va intéresser surtout les youtubeurs, bien sûr, les créateurs de vidéos, mais aussi les spectateurs, les viewers, les utilisateurs de YouTube, parce que le but de Google, propriétaire de YouTube, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur sur YouTube. Voici donc ces 4 nouvelles fonctionnalités. C'est un article de Noël Nguessan de l'excellent site @net.com. Je te rappelle que tous les articles mentionnés dans ce podcast sont évidemment disponibles dans les commentaires sous cette vidéo YouTube avec tous les liens directs. YouTube lance 4 nouvelles fonctionnalités pour les youtubeurs. Les créateurs de vidéos YouTube ont accès à de nouvelles fonctionnalités qui leur permettront de fournir une meilleure expérience aux spectateurs. C'est officiel, c'est pas du tout une rumeur, ça a été annoncé sur la chaîne YouTube Creator Insider pour les YouTube Creators. Voici donc la première fonctionnalité, très importante pour nous youtubeurs, je peux te le dire. Premièrement, savoir quand votre audience est en ligne. L'une des nouvelles fonctionnalités YouTube globalement déployées a été initialement lancée le mois dernier dans un test limité sur un échantillon de chaînes. Maintenant, elle est déployée sur 100% des chaînes. Pour la première fois, YouTube donne aux créateurs l'accès à des données qui leur permettent de savoir quand leur public est en ligne. Ces données permettront de déterminer les heures pendant la semaine où l'audience d'une chaîne est la plus active. Voici un exemple de ce à quoi ressembleront les données pour les créateurs lorsqu'elles sont consultées dans le YouTube Studio. When your viewers are on YouTube. Ces 28 derniers jours, et là tu vois la semaine avec le calendrier du lundi au dimanche et les différentes heures avec différentes couleurs pour montrer quand ton audience et les spectateurs sont en ligne. YouTube recommande d'utiliser ces données pour déterminer les meilleurs moments pour diffuser des vidéos en direct, en live. Les chaînes peuvent également choisir de programmer la publication de vidéos lorsque la plupart de leur audience est en ligne. Cependant, YouTube dit qu'il n'y a aucune preuve concluante indiquant que c'est une bonne tactique. On n'a pas assez de retours d'études empiriques pour le moment sur le sujet. Deuxième fonctionnalité, examiner les commentaires inappropriés. Le paramètre précédemment facultatif pour écarter des commentaires inappropriés sera maintenant activé par défaut. Ce paramètre aide les youtubeurs à gérer leurs commentaires et à améliorer la qualité des conversations sur leur chaîne. Le commutateur pour mettre le paramètre par défaut sur On sera finalisé dans les prochaines semaines. Les créateurs verront un message dans YouTube Studio lorsque le paramètre a été activé pour leur chaîne. Le paramètre est déjà disponible pour toutes les chaînes et il peut être activé ou désactivé à tout moment. Pour moi, sur ma chaîne, c'est déjà activé. Lorsque la fonctionnalité retenir des commentaires inappropriés pour examen a été lancée pour la première fois, les chaînes avec le paramètre activé ont connu une baisse de 75% de commentaires signalés. Troisième fonctionnalité très utile pour les youtubeurs, planification des posts communautaires. La possibilité de programmer des publications communautaires est maintenant disponible sur l'application web principale pour l'ordinateur. Cette fonctionnalité permet aux créateurs de rédiger des publications communautaires à l'avance et de spécifier une date de publication future. On le fait déjà, nous, en social media management ou community management. Que ce soit sur Facebook, Instagram ou Twitter, on planifie nos posts à l'avance et on pourra désormais le faire directement sur YouTube. YouTube souligne qu'il est à l'écoute des commentaires des créateurs car il s'agissait d'une fonctionnalité fortement demandée. Oui, les créateurs sur YouTube font des demandes et YouTube souvent écoute ses feedbacks, ses retours et les intègre à sa stratégie. Et enfin, 4e fonctionnalité qui sera surtout importante pour vous, viewers, spectateurs, elle sera très visible avec les nouveaux chapitres vidéo. Dans quelques semaines, tous les créateurs auront accès à la nouvelle fonctionnalité de chapitre vidéo. Cela permettra aux créateurs de décomposer leurs vidéos en différents chapitres ou moments clés, ce qu'on appelle des key moments, que le spectateur peut sauter et passer ainsi d'un chapitre à l'autre. Afin d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité, tout ce que vous avez à faire est d'ajouter des timestamps, ou horodateurs en français, à la description de la vidéo, et vous assurez que le premier timestamp commence par 0.00. En outre, la vidéo doit avoir au moins 3 chapitres, avec chaque chapitre d'une durée de 10 secondes ou plus.
Voici un exemple de la propre vidéo de YouTube. Donc là, tu vois Chapters. C'est dans la description de la vidéo. Tu as 2.00, ensuite à 0.44, ensuite à 1.58, les différents chapitres. Et tu peux ainsi passer d'un chapitre à l'autre. Ça va vraiment améliorer l'expérience des viewers sur YouTube. Si les créateurs de vidéos ne veulent pas utiliser cette nouvelle fonctionnalité de chapitre, mais veulent toujours utiliser des timestamps des horodateurs dans la description de leur vidéo, ils le peuvent. Il suffit d'utiliser autre chose que 2.00 comme premier timestamp dans la description de la vidéo. Voilà donc pour ces nouvelles fonctionnalités qui vont être déployées au fur et à mesure ces prochaines semaines sur YouTube. Chapitre vidéo, planification des posts communautaires, examen des commentaires inappropriés et data pour savoir quand votre audience est en ligne. Ce sont vraiment des fonctionnalités très utiles et je m'en réjouis vraiment de pouvoir utiliser ces prochaines fonctionnalités sur YouTube. L'autre news du jour pour moi, qui nous en dit énormément sur le monde d'aujourd'hui, mais si tu es un fidèle, un fan de cette émission, tu le sais, j'en parle beaucoup, avec l'émergence de la Chine comme grande puissance, notamment dans le digital, dans le monde du numérique. La Chine est en train de devenir un vrai rival pour les gens de la tech américains, et on le voit avec le patron de Disney+, qui a quitté l'entreprise, enfin qui va quitter l'entreprise ces prochains jours, pour rejoindre un groupe chinois, ByteDance, le propriétaire de l'application si populaire auprès des jeunes, TikTok. Ouais. C'est Kevin Mayer, le patron de Disney+, qui quitte le navire en pleine crise mondiale. Il y a une crise sans précédent pour Disney aujourd'hui, pour le groupe Disney. Le lancement de Disney+ a été une énorme réussite à travers le monde, notamment aux États-Unis et en Europe. Mais le groupe Disney est en difficulté à cause de la crise du Covid-19, du coronavirus. Le groupe a été contraint et forcé de fermer, évidemment, ses resorts, ses parcs, ses hôtels, etc. Et ça a eu de graves conséquences financières sur les résultats du groupe. L'américain Kevin Mayer vient d'être promu CEO, c'est-à-dire Chief Executive Officer, en français PDG, directeur général, de TikTok, l'application vidéo la plus en vogue en ce moment. Il laisse Disney à la pire période de son histoire. Kevin Mayer qui a déclaré au New York Times « J'étais heureux chez Disney, mais l'ampleur de l'opportunité qu'on me donnait était telle qu'il était impossible de refuser. » L'homme d'affaires de 58 ans, qui était le principal représentant de Disney+, devient ainsi le patron d'une des entreprises à la plus grosse croissance de ces dernières années, mais laisse derrière lui le groupe Walt Disney empêtré dans une crise sans précédent. Il a quitté Disney parce qu'en fait on lui a refusé la direction générale du groupe. Bob Iger, le patron historique et mythique de Disney, a démissionné de façon totalement surprenante et inattendue le 25 février dernier. Beaucoup pensaient alors que Kevin Mayer, en charge des opérations numériques, serait le choix le plus moderne et pertinent pour le futur de l'entreprise, mais c'est finalement Bob Chapek, en charge des parcs, qui a été nommé. À cause de la pandémie de coronavirus, Bob Iger a pourtant été forcé de rester au premier plan pour tenter de sauver son groupe, et c'est ce que nous rappelle le Figaro, le Figaro Économie. Kevin Mayer, le père de Disney+, s'en va diriger TikTok. La direction générale de la compagnie lui a été refusée. On lui a refusé le poste de DG de Disney, et c'est donc Bob Chapek qui dirigeait la division Parks, Experience et Products de Disney, qui succède à Bob Iger comme 7e DG de l'entreprise en près de 100 ans d'existence. Kevin Mayer qui va non seulement être le directeur général, le CEO de TikTok, mais aussi le directeur des opérations du groupe ByteDance, start-up la mieux valorisée du monde, parmi les mieux valorisées du monde, devant de nombreuses start-up américaines. En plus, Kevin Mayer va rapporter directement à Zhang Yiming, fondateur et PDG du groupe ByteDance, et Kevin Mayer sera chargé du développement international du groupe. Là encore, on voit qu'après Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, Huawei, etc., le groupe ByteDance a aussi des ambitions internationales et de se développer notamment en Europe et aux États-Unis. Kevin Mayer supervisera les ventes, le marketing, les relations publiques, la sécurité, la modération des contenus et les affaires juridiques. Et pour TikTok, il y en a beaucoup. Beaucoup de conflits notamment aux États-Unis. En tant que directeur des opérations, c'est-à-dire COO, Chief Operations Officer, il dirigera aussi la musique, les jeux vidéo et les activités émergentes, en plus de TikTok au sein du groupe ByteDance. Kevin est l'un des patrons les plus accomplis au monde de l'industrie du divertissement
Il est donc très bien placé pour propulser le portfolio de produits de ByteDance au niveau supérieur, a déclaré Zhang Yiming. Incroyable que des patrons de grands groupes américains comme Disney, très très prestigieux à travers le monde, notamment aux États-Unis, rejoignent comme ça une start-up chinoise. Ça dit vraiment quelque chose sur l'état de notre monde aujourd'hui et cette révolution numérique. Et le courrier international nous rappelle pourquoi TikTok avait besoin d'un Américain. Kevin Mayer devient la nouvelle caution américaine du chinois TikTok. Pour ne pas avoir de sanctions, comme le groupe Huawei aux États-Unis, le groupe ByteDance a tout fait soit pour se vendre, au début on parlait de vente de TikTok à une entreprise américaine, soit se développer à l'international avec des équipes et des cadres, notamment américains et internationaux. Et c'est donc cette option qu'a choisi finalement le groupe ByteDance. La nouvelle a surpris beaucoup de monde. Le lundi 18 mai, Kevin Mayer, cadre de Disney et père de la plateforme de streaming Disney+, va prendre des fonctions de directeur général chez TikTok, le géant chinois de courtes vidéos musicales. Un choix stratégique pour redorer le blason de l'application très critiquée aux États-Unis pour ses liens avec le gouvernement de Pékin. Avec plus de 110 millions de téléchargements aux États-Unis, TikTok est une menace potentielle de contre-espionnage que nous ne pouvons pas ignorer, ont écrit les législateurs américains. Affaire à suivre donc, mais pour moi c'était une des news les plus importantes de ces dernières 48 heures. Dans le reste de l'actualité, comme d'habitude, on va parler des GAFA, mais on commence par Facebook. Mark Zuckerberg exhorte l'Union européenne d'instaurer un cadre clair sur la régulation des plateformes en ligne. Lors d'un entretien avec le commissaire européen Thierry Breton, Mark Zuckerberg a appelé l'Union européenne à instaurer un cadre clair sur la régulation des plateformes en ligne. Son inquiétude est que la Chine réussisse à imposer son modèle de gouvernance, et qu'il se propage dans le reste du monde. Là encore, Mark Zuckerberg s'inquiète du développement de la Chine à travers le monde et de son influence croissante, notamment de son mode de gouvernance pour les plateformes numériques. Facebook Shops, la nouvelle fonctionnalité qui permet aux marques de vendre leurs produits sur Facebook après Facebook Marketplace pour concurrencer Amazon. Encore une nouvelle fonctionnalité shopping sur Facebook. Objectif, profiter de l'essor du e-commerce avec le confinement. Facebook Shops veut faciliter le e-commerce sur Facebook et Instagram. La firme de Mark Zuckerberg vient d'annoncer l'arrivée d'une fonctionnalité majeure. Avec Facebook Shops, le réseau social prend d'assaut le secteur de l'e-commerce. Facebook frappe un grand coup. Dans le secteur du e-commerce, l'entreprise vient d'annoncer le lancement d'une fonctionnalité totalement gratuite de boutique en ligne sur le réseau social éponyme ainsi que sur Instagram. Elle se destine en priorité aux petits commerçants qui sont durement touchés par la crise du Covid-19. Elle apparaît aussi comme une gigantesque marketplace qui risque de chambouler durablement le marché. Facebook vous avertira si vous partagez un article ancien. Dans un nouvel effort pour lutter contre la désinformation et afin d'apporter plus de contexte aux utilisateurs, Facebook va vous avertir si vous vous apprêtez à repartager un article datant de plusieurs mois. Finalement, Apple TV+ va aussi diffuser des séries qui ne lui appartiennent pas. Et ouais. Pourtant, c'était pas au départ la stratégie d'Apple. Jusqu'ici, Apple TV+ n'a diffusé qu'une trentaine de contenus originaux, ce qui lui donne peu de chances de garder ses abonnés sur le long terme, mais cela devrait changer. En raison de cette faible quantité de contenu, Apple a plafonné le coût du service à 4,99 € par mois. Mais Apple serait en train de changer d'avis et aurait commencé à racheter les droits de diffusion de contenus, films comme séries, qui appartiennent à d'autres producteurs. Aucun nom de programme n'a pour l'instant été communiqué, pas de fuite pour l'instant, mais il semblerait qu'il ne s'agisse pour l'instant pas de films ou séries très connus. Furieux contre Apple, le FBI est parvenu à décrypter les données de l'iPhone d'un terroriste. Une nouvelle fois, le FBI a dû faire sans la collaboration d'Apple et ça commence à bien faire pour le bureau fédéral. Le FBI veut de nouveau qu'Apple baisse le chiffrement des iPhones. Dans une affaire de fusillade, les enquêteurs du FBI ont fini par réussir à percer la protection de 2 iPhones, sans l'aide d'Apple. Un travail qui a pris des mois.
suscitant la colère des autorités américaines. Google. Un mode sombre aussi pour l'application Google Search. Google déploie une nouvelle version de son application Search qui cède à son tour à l'indispensable Dark Mode. Google déploie Chrome 83 et inaugure de nouvelles fonctions pour mieux vous protéger. DNS over HTTPS, filtrage des URL, blocage de cookies, contrôle de sécurité. La nouvelle mouture du navigateur de Google renforce les fonctionnalités de sécurité et les présente de façon plus claire. Google augmente la sécurité et la confidentialité de Chrome. Qu'est-ce qui change ? Google avance pour rendre son navigateur Chrome plus sécurisé, accessible et respectueux des choix des utilisateurs en matière de vie privée. Microsoft maintenant. Microsoft reconnaît avoir été du mauvais côté de l'histoire. Concernant l'open source, Microsoft vient de faire son mea culpa concernant l'open source en reconnaissant s'être trouvé du mauvais côté de l'histoire. Microsoft Teams, de nouvelles fonctionnalités pour le développement d'applications. À l'occasion de la conférence Build, la firme américaine a annoncé le lancement de nouvelles fonctionnalités pour améliorer le développement et la gestion des applications sur sa plateforme Teams. Microsoft va permettre d'interagir avec Yammer, outil collaboratif pour les entreprises, directement depuis Outlook. Lors de la conférence Microsoft Build 2020, Microsoft a annoncé qu'il serait désormais possible de répondre aux messages Yammer directement sur la messagerie Outlook, que ce soit sur le web, sur desktop ou application mobile. Microsoft List, un nouveau service pour organiser et partager vos listes. Lors de Build 2020, son événement annuel à destination des développeurs, le géant de Redmond a annoncé le lancement prochain de Microsoft List. Microsoft a construit l'un des supercalculateurs les plus puissants du monde pour OpenAI. Microsoft vient de révéler l'existence d'un superordinateur hébergé dans son cloud Azure. Il a été construit pour le compte d'OpenAI et est dédié à l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle complexes à l'aide de très larges sets de données. Il dispose de plus de 285 000 cœurs CPU et plus de 10 000 GPU, ce qui le place dans le top 5 des supercalculateurs les plus puissants du monde, d'après Microsoft. À terme, l'entreprise compte mettre ce type d'infrastructure à disposition de tous ses clients. Microsoft lance une offre cloud dédiée à la santé pour accélérer la transformation du secteur. Microsoft veut participer à la transformation numérique des établissements médicaux. Il lance une nouvelle solution de cloud computing dédiée tout spécialement au secteur de la santé, Microsoft Cloud for Healthcare. Au programme, personnalisation des parcours de soins, protection renforcée des données de santé, collaboration simplifiée entre personnel soignant, etc. Microsoft adopte le capteur d'image intelligent de Sony pour inventer les usages de demain. Les solutions logicielles que Microsoft conçoit vont permettre aux ingénieurs de développer rapidement des outils Azure pour tirer parti du capteur Sony IMX 500, le premier capteur d'image au monde à intégrer son propre processeur d'intelligence artificielle. Sony s'allie à Microsoft pour doter ses capteurs d'image des capacités de la solution Azure en matière d'IA. Amazon relance l'activité de ses centres de distribution en France. Après 5 semaines d'interruption, l'activité des entrepôts d'Amazon France a repris ce mardi 19 mai, une sortie de crise marquée par un processus de consultation avec les comités sociaux et économiques et les organisations syndicales tout au long de la période. On va parler d'Uber. Uber licencie 3000 employés supplémentaires. Déjà fragilisé par la crise sanitaire, Uber avait procédé à une première vague de licenciements en début de mois. Aujourd'hui, c'est 3000 employés supplémentaires qui vont être remerciés et c'est un quart de ses effectifs, c'est énorme. Uber licencie le quart de ses effectifs et réévalue certaines de ses activités expérimentales. Uber mène une seconde vague de licenciements. Après avoir licencié 3700 personnes il y a quelques jours, ce sont désormais
3000 personnes qui sont visées. L'entreprise de VTC, très fortement affectée par la pandémie de Covid-19 et qui survit grâce à Uber Eats, se sépare du quart de ses effectifs et va réévaluer certaines de ses activités non principales et expérimentales dans des domaines allant du fret aux véhicules autonomes. Autre news tech du jour. Square rejoint Twitter sous le télétravail permanent. Square, qui partage le même PDG que Twitter, souhaite proposer le télétravail permanent à ses employés avec la volonté de privilégier le lieu où ils se sentent les plus créatifs et productifs. Au Japon, ce sont des robots qui accueillent les patients atteints du coronavirus. Le Japon a dédié plusieurs de ses chambres d'hôtel à des patients atteints du coronavirus. Sur place, les personnes sont accueillies par des robots comme Pepper. Pepper, qui est capable de plein de messages et de discuter avec les patients. Imaginé par SoftBank Robotics, filiale de la holding japonaise du même nom, le robot Pepper a été dévoilé lors d'une conférence publique en 2014. Il a ensuite été déployé dans des boutiques du groupe afin d'accueillir, de renseigner et de distraire les clients. Depuis 2015, il est vendu également au grand public dans le pays et fait office de robot d'accompagnement. C'est incroyable. Et oui, ça se passe déjà en 2020. Des gens achètent des robots domestiques, notamment au Japon. EasyJet, une cyberattaque touche les données personnelles de 9 millions de clients. Les données personnelles de 9 millions de clients d'EasyJet ont été piratées. Les adresses e-mail, les informations de voyage et les numéros de carte de crédit de 9 millions de clients EasyJet ont été piratés. La compagnie aérienne britannique indique que les autorités compétentes ont été prévenues mais donne très peu de détails sur l'incident de sécurité en lui-même. Le FBI met en garde contre les attaques contre les magasins en ligne Magento. Le FBI dit que les pirates ont planté des scripts de vol de données bancaires sur les magasins en ligne en exploitant un bug de 2017 dans le plugin MagMe de Magento, qui est une solution e-commerce. Chine. Là en Chine, la reprise provoque une pollution encore plus élevée qu'avant le confinement. La reprise économique provoque un regain de l'industrie lourde en Chine. Les émissions polluantes sont plus élevées qu'en 2019 à la même période. Jack Ma, l'ancien patron d'Alibaba, démissionne du conseil d'administration de SoftBank, dont je viens de parler avec les robots. La démission arrive peu de temps avant la publication des résultats annuels de SoftBank, qui devrait révéler une perte d'exploitation de plus de 1000 milliards de yens. 3 nouveaux administrateurs ont été nommés. Avant sa démission, Jack Ma avait également quitté son poste de président d'Alibaba en septembre, 20 ans après avoir cofondé l'entreprise. Et du côté de Baidu fait les frais du Covid-19. Le géant chinois Baidu a enregistré une baisse de 7% de ses recettes en raison de la pandémie de Covid-19. Baidu, c'est le Google chinois. La faute à des annonceurs aux abonnés absents depuis le début de la crise sanitaire en Chine. Baidu enregistre une baisse record de 7% de ses revenus au premier trimestre. Le géant chinois Baidu attribue cette baisse à la frilosité des annonceurs à investir dans des campagnes publicitaires pendant la pandémie de Covid-19, alors qu'une concurrence émerge sur certains pans de son activité, c'est aussi important. La société anticipe un changement de stratégie et affirme être optimiste quant à ses résultats au second trimestre, au vu de la reprise économique en Chine. News France maintenant. Orange définit sa raison d'être et l'inscrit dans ses statuts. L'opérateur télécom Orange a voté à 99,98% l'inscription de sa raison d'être dans ses statuts à l'occasion de l'Assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue à huis clos le mardi 19 mai. La raison d'être de l'opérateur est, je cite ouvrez les guillemets, Orange est l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. La définition est plus ramassée en anglais. We are a trusted partner who gives everyone the keys to a responsible digital world. Donc il place vraiment la responsabilité au sein de leur mission. Pour l'opérateur, le monde d'après sera plus durable et plus responsable. Sur le plan écologique, nous sommes confortés dans notre intuition d'avoir
mis l'engagement environnemental et la maîtrise de notre empreinte carbone au cœur de notre plan Engage 2025. Les drones de la police volés au-dessus des lois. Le Conseil d'État a prié la préfecture de police de Paris de ne plus utiliser ces drones parlants pour surveiller la population. Comme en Chine. Ça se passe aussi en Chine. La CNIL sort de sa réserve sur la surveillance aérienne par les drones. La CNIL déclare mener des enquêtes sur l'emploi des drones de surveillance par la police en période de quarantaine et de déconfinement. Une annonce qui survient le jour où le Conseil d'État a mis le holà à cet usage. La Poste ouvre sa plateforme de distribution de masques aux moyennes entreprises. Le site masque au pluriel -pme.laposte.fr vise désormais à équiper en masques les entreprises qui comptent jusqu'à 250 salariés. Et la vente est déjà ouverte. Content Square, le logiciel d'analyse du comportement des internautes, lève 174 millions d'euros. Content Square, nouvelle licorne, avec une levée de 190 millions de dollars. Content Square, spécialiste de l'analyse des comportements des internautes sur les sites et applications, a annoncé une levée de fonds de 190 millions de dollars qui fait d'elle une nouvelle licorne. Content Square lève 190 millions de dollars pour développer des outils d'intelligence artificielle et d'analyse prédictive. La pépite, fondée en 2012, entend développer des outils d'IA et d'analyse prédictive. C'est une série D menée par BlackRock Private Equity Partners et à laquelle ses investisseurs historiques comme BPI France et autres ont participé. La start-up française a levé un total de 310 millions de dollars depuis sa création en 2012. EventMaker lève 1,3 million d'euros pour faire passer l'événementiel B2B au numérique. EventMaker a su mettre la crise à profit pour développer des versions numériques des événements professionnels et ainsi permettre aux organisateurs de maintenir certaines manifestations. Doctolib installe son second site français à Nantes. Et enfin, on termine comme d'habitude par un petit point culture geek. Minecraft fête ses 11 ans et passe la barre des 200 millions de ventes. Minecraft continue de conquérir encore plus de nouveaux joueurs. PlayStation 5, un événement prévu début juin pour découvrir la console et les jeux. Sony pourrait proposer début juin une présentation complète de sa future PlayStation 5, enfin j'ai envie de dire, et des principaux jeux de lancement. Nintendo attaque en justice les pirates de la Switch. Nintendo tape du poing sur la table. Le géant a décidé de poursuivre des revendeurs qui proposent illégalement des outils pour profiter de jeux piratés sur sa console à succès. Ubisoft porte plainte pour plagiat contre Google, Apple et l'éditeur chinois d'Alibaba, encore une fois, un groupe chinois. L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft a déposé plainte contre un éditeur de jeux chinois qui l'accuse de plagiat et contre Google et Apple qui distribuent le titre mis en cause sur leur magasin d'applications. Nous avons déposé plainte aux États-Unis contre eJoy, également connu sous le nom de Kuka Games, concernant un jeu qui enfreint sévèrement nos droits de propriété intellectuelle, a écrit Ubisoft. L'éditeur considère que le jeu sur mobile Area F2, lancé début mai, est un clone du dernier opus de sa franchise Tom Clancy's Rainbow Six Siege, un célèbre jeu de tir FPS, disponible depuis 2015 sur console et PC, mais qui n'existe pas en version mobile. L'éditeur eJoy Technology a été acquis en 2017 par le géant chinois du e-commerce en ligne, Alibaba, dans le cadre de ses efforts pour développer sa division de jeux mobiles face aux géants du secteur Tencent, et bientôt ByteDance aussi. Ubisoft dit avoir demandé sans succès la suppression de l'application des catalogues de Google et Apple. Jessica Alba va aussi avoir le droit à ses films sur Netflix. Jessica Alba, plutôt discrète ces dernières années, veut tenter son grand retour avec Netflix. On l'a connue notamment dans la série Dark Angel et les films Sin City ou encore Les 4 Fantastiques. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu. À Hollywood,
elle va jouer les casse-coups sur Netflix après l'énorme succès sur la plateforme de streaming du film Tyler Rake, le film d'action avec Chris Hemsworth, Thor, qui a fait un carton d'audience. Eh bien, les projets se multiplient, portés avant tout par des acteurs comme Mark Wahlberg, qui est ainsi annoncé pour un film à la James Bond, et donc Jessica Alba, selon Variety, qui va revenir dans un thriller d'action qui va s'appeler Trigger Warning sur Netflix. Et enfin, Justice League, le Snyder Cut, pourrait arriver sur HBO Max, propriété de Warner Media, qui est aussi propriétaire de DC. Surprise, surprise, le célèbre Snyder Cut tant attendu, dont on a beaucoup parlé, notamment sur ma chaîne, pourrait désormais arriver sur HBO Max, le nouveau service de streaming de Warner Media. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé Num Rendez-vous. Si tu apprécies mes vidéos, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air s'il te plaît, de commenter et de partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne superfan.fr. Je te souhaite une excellente journée. À bientôt, salut.